On gagne quoi avec ça? Un t-shirt, un crayon, des badges. Alors ça veut... Si vous gagnez quelque chose. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'une équipe à l'ONF dans la Meuse. Tout à fait. Ah, donc vous encadrez une dizaine de personnes. C'est ça. Et vous êtes présent donc au Salon de l'Agriculture 2010, comme chaque année. Comme chaque année. Alors, on rappelle que vous dépendez du ministère De de l'Agriculture et que vous avez un certain nombre de missions dont on va parler. Mais cette année, il y a un thème fétiche, donc c'est le bois, énergie et la biodiversité. Et la biodiversité. Tout à fait. Expliquez-nous. Donc on va remettre les choses dans l'ordre. Donc le thème principal cette année, c'est pour répondre aux attentes du Grenelle de l'environnement, la biodiversité, pour mettre, j'allais dire, des images, des termes précis sur ce propos qui est très utilisé. Voilà, par les très médias, à la mode très maintenant. à la mode. Alors, et donc la la biodiversité, pardon, c'est un mot un petit peu flou dans l'esprit des gens. Donc l'ONF est là pour expliquer ce qu'est la biodiversité, parce que honnêtement, pour un forestier, c'est notre quotidien. Le maintien de la diversité des espèces, la diversité des milieux. Et quand on dit diversité, on dit que de notre côté, on met toutes les chances pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, d'homogénéisation des milieux, ce qui est très dangereux. Donc il faut une diversité d'espèces végétales, une diversité d'espèces animales, biodiversité, ce sens pour toutes ces noblesses dans ce terme-là. Vous êtes là pour la sauvegarde. Sauvegarde des milieux, protection du patrimoine, du voilà. patrimoine vivant. Voilà, Oui. protection active. Hein. Active bien sûr. On va en parler après. Hein. Bon. Alors, bois énergie. Bois Donc, énergie. Prouver qu'on peut utiliser le bois On peut utiliser en le le bois gérant bien sans détruire la planète. Voilà. sans détruire la planète, Ouais. tout à fait. Donc l'utilisation du bois de chauffage, par exemple pour le milieu urbain, est assez difficile, hein, puisque la bûche traditionnelle est difficile à stocker, il faut quand même avoir de l'espace, avoir des moyens différents. Donc on propose une alternative avec le bois énergie. On met le bois sous forme de pellets, de plaquettes, donc du bois déchiqueté, dans le cadre des pellets, du bois reconstitué, où il y a un bien meilleur rendement, un rendement calorique bien plus élevé et une facilité de transport et de stockage vraiment accentuée. D'un autre côté, ça permet de valoriser des sous-produits forestiers, c'est-à-dire des produits avec lesquels avant on n'avait pas ou peu de débouchés. Donc il faut faire par contre attention de ne pas tout utiliser, c'est-à-dire que certaines parties du végétal doivent rester en place pour continuer à nourrir les sols. Donc l'objectif du bois énergie n'est pas non plus d'appauvrir les sols. On l'a entendu souvent sur le salon, oui mais vous prenez tout, les branches, les feuilles. Non, on sait se limiter, on connaît l'équilibre, la fragilité des équilibres, donc on ne ramasse pas tout. Alors, puisque vous parlez de ça, vous êtes vous dans un département où les gens sont quand même relativement respectueux de la forêt, de l'environnement. Oui, oui. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Rappelons un peu ce que vous faites en pratique. Alors il y a une surveillance, comment ça se passe? Vous avez un agrément pour intervenir. Nous sommes assermentés, effectivement. Hein, les personnels fonctionnaires sont assermentés. Alors c'est-à-dire, vous voyez un contrevenant. C'est quoi un contrevenant d'abord? Un contrevenant, c'est quelqu'un qui, par ignorance ou en toute connaissance de cause, pardon, sort du cadre légal. Ouais. C'est-à-dire que on peut très bien, on a déjà vu des gens faire leur vidange moteur dans les fossés forestiers, d'accord, imaginez la pollution. On voit aussi des gens dans le milieu naturel forestier qui coupent sans autorisation. On voit des gens, par exemple, allumer des barbecues l'été dans des zones à risque incendie. Vous voyez, donc on est là, si vous voulez, comme garde-fou pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident dans le milieu naturel. De part, alors l'utilité de la fermentation, effectivement, on peut dresser procès verbal. Mais le procès verbal, c'est la dernière des solutions. La meilleure des solutions, c'est quand même en amont. La prévention, la formation, l'éducation. Donc l'ONF a quand même pas mal de moyens en communication. Nous donnons ces moyens. Alors déjà, on vise le public scolaire. Hein, accompagnement des écoles. Accompagnement des écoles. Ensuite, grand public, il y a beaucoup de missions grand public sur l'information, sur notre activité, sur la sensibilité des milieux naturels. Ça se passe dans les régions. Donc oui, il y a une vraie action de formation à la sensibilité du milieu et à ses risques. Alors vous, votre travail de responsable territorial, ça consiste en quoi en pratique? En pratique, donc j'encadre une équipe de 9 techniciens opérationnels qui sont des fonctionnaires de l'établissement et nous mettons ensemble tout en œuvre pour atteindre les objectifs qui nous sont confiés par la direction, par l'Office national des forêts. Donc notre métier, c'est de mobiliser du bois, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre une filière bois
quand même assez importante en France. Et donc c'est à nous, en approvisionnant la filière, j'allais dire en flux tendu, à faire le nécessaire, le maximum pour que cette filière ne soit pas fragilisée. Nous assurons aussi les travaux forestiers pour les collectivités ainsi que pour les particuliers. Donc nous mettons aussi notre propre main-d'œuvre qui est formée et bien formée en œuvre. Nous avons, j'allais dire, une population d'ouvriers forestiers qui est proche, je crois, de 3000 personnes, qui sont des ouvriers sylviculteurs et bûcherons très compétents, formés, habillés, qui travaillent en toute sécurité et qui interviennent dans les milieux naturels pour le compte des collectivités locales de l'Office national des forêts. Donc en pratique, on peut couper on peut abattre du bois sans aucun risque aujourd'hui. Sans aucun risque. La France se situe très très bien au niveau de sa gestion de forêt. Oui, alors abattre du bois sans risque, il faut d'abord que les personnels, je vous parle des forêts publiques, que les personnels de l'Office national des forêts les aient désignés, ces arbres à couper, par l'opération appelée le martelage. C'est-à-dire qu'à la peinture ou au marteau de l'État, nous désignons d'une manière non contestable les arbres qui doivent être coupés. Donc ces arbres qui sont destinés à être coupés peuvent l'être par nous-mêmes ou bien par des entreprises de travaux forestiers et sont bien souvent destinés à être vendus, abattus par nos soins ou par le soin des entreprises de travaux forestiers bord de route. Et dans le cadre des bois plus petits, ce qu'on appelle les bois de feu, destinés au chauffage ou les bois de trituration destinés au papier, c'est bien souvent vendu en bloc et sur pied en l'état. Alors il y a une progression chaque année de la forêt en France. Alors paradoxalement, effectivement, à ce que tout le monde pense, la forêt française s'accroît. Sur une moyenne on peut donner à 40 000, 50 000 hectares par an. Donc la forêt n'est pas du tout en régression, elle s'agrandit. Alors vous avez un savoir-faire, l'ONF, et vous l'exportez. Où ça? Nous l'exportons. Alors nous l'exportons, j'allais dire, grâce à ONF International, qui est une filiale de l'Office national des forêts, et qui exporte son savoir au Chili, qui exporte son savoir au Gabon, qui exporte son savoir dans tous les pays du monde où il y a un besoin, j'allais dire, important, au Brésil aussi. Au Brésil, bien sûr. J'avais oublié, mais au Brésil. Notamment au Brésil pour, j'allais dire, la fixation du carbone, du CO2, voilà, des puits de carbone. Et vous êtes en partenariat aussi avec des instituts de recherche comme l'INRA? Tout à fait, avec l'INRA, le CNRS. Et nous travaillons en Meuse, par exemple, sur la modélisation de la croissance des arbres, puisque maintenant, ça ne se sait pas encore au niveau du grand public, mais avec l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, les arbres poussent plus vite. Et ce n'est pas une blague, ils poussent plus vite. L'INRA est en train de travailler sur ce phénomène de façon à quantifier cette surcroissance et de nous dire, voilà, les arbres poussent plus vite de temps. Donc on peut, nous l'ONF, étant chargé, l'ONF, de récolter ou de s'approcher de la récolte, de l'accroissement biologique, on doit être capable de quantifier cet accroissement biologique de façon à pouvoir approcher cet idéal de récolte. C'est l'INRA qui nous donnera la réponse. Alors, actuellement on a un changement des espèces quand même, non? Parce qu'on a des climats quand même qui fluctuent. Tout à fait. Il y a le réchauffement climatique n'est pas un vain mot. Donc c'est pareil, des gens qualifiés nous tiennent informés par la recherche sur l'évolution et la substitution des espèces, alors à plus ou moins long terme. On sait par exemple qu'à l'échelle de 100 ans, le hêtre va disparaître, enfin est en train de disparaître des forêts de plaine, et nous commençons à le substituer par du chêne. D'accord, le chêne est plus résistant à des climats plus secs, plus chauds. Donc le hêtre, qui est un montagnard, va se réfugier, par exemple dans l'Est, sur les contreforts des montagnes vosgiennes. Et c'est vrai, on le sait, si la température augmente, le hêtre, lui, disparaîtra de nos forêts de plaine. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut consommer du bois. On doit consommer du bois. On doit consommer du bois. On sait très bien gérer cette consommation. Tout à fait. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette, il faut que des organismes comme le vôtre soient là, présents sur le terrain. Tout à fait, d'où la volonté de l'État d'avoir un outil forestier, service public forestier. Qu'est-ce que vous avez comme retour là sur le salon, alors du grand public, Les questions qui vous sont posées, c'est quoi? Donc là, on a axé quand même nos propos sur le bois énergie, on a mis à disposition pour que les gens puissent toucher, sentir et voir des pellets et des copeaux. Ils sont surpris. Ils ne savaient pas qu'avec des éclats de bois comme cela, on pouvait chauffer des bâtiments publics, on pouvait chauffer des maisons chez les particuliers. Donc découvrent un nouveau matériau, pourtant le bois n'est quand même pas un nouveau matériau. Les gens, dans la majeure partie des cas, en sont restés à la bûche, comme je vous le disais en introduction, avec toutes ces contraintes. Donc on met le bois à disposition du gros public sous forme de sacs de granulés ou bien de copeaux livrables. Le bois est devenu fluide.
Est-ce que vous avez l'impression que le grand public comprend bien votre travail et vos missions? Oui. Oui, je suis On assez ne vous surpris. considère pas comme les hommes des bois? Donc, non. je suis assez surpris si on nous regarde un petit peu encore comme des hommes des bois, et tant mieux, parce qu'on est quand même les gestionnaires de l'espace naturel, et c'est normal qu'on sente toujours un petit peu la forêt. Mais honnêtement, il y a vraiment un grand intérêt du public pour ces missions qui tournent autour de la forêt, et les questions, croyez-moi, sont très bien ciblées. Les gens sont très sensibles à ce terme de biodiversité. On se fait interroger une fois sur deux sur justement comment fait l'ONF pour préserver la biodiversité. D'accord. Pour finir, un petit mot encore sur votre travail. La partie que vous consacrez à la forêt ou dans les bureaux, la gestion de votre travail dans les bureaux, c'est quoi à peu près le ratio Ça dépend du poste occupé et du grade. Ouais. Non mais vous par exemple. Moi par exemple, je suis, on va dire, 60% au bureau, 40% en forêt. 60% au bureau, c'est dommage, non? C'est dommage, mais j'en ai fait mon parti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.